La savane africaine. Les plaines s'étendent à perte de vue. Elles sont peuplées de troupeaux d'animaux sauvages, symbole ultime de ce continent. Cet environnement est très dur aussi. Dans ce décor se trament des luttes impitoyables. Ici, la survie est une compétition féroce dont seuls les plus forts et les plus ingénieux sortent vainqueurs. Mais la savane n'est pas seulement peuplée par des proies et des prédateurs. Sur son sol poussent des arbres dont certains sont remarquables. Ces géants ont été baptisés les arbres de la vie, parce qu'ils offrent aux animaux deux éléments essentiels à leur survie, de la nourriture et de l'ombre. Pour de nombreux animaux, ce géant est essentiel. Cet arbre de la vie est le marula. La fin de l'été dans la savane sud-africaine est synonyme d'abondance. Les plaines de Tin Swallow sont couvertes de hautes herbes fraîches. Elles s'étendent au Manyeleti, une réserve animalière de 23 000 hectares qui jouxte le célèbre parc national sud-africain du Kruger, en Afrique du Sud. Les arbres et les arbustes produisent une myriade de fruits. Les grimpeurs se servent sur les branches. Et les herbivores les récupèrent à même le sol. Les grands troupeaux n'ont pas besoin de se déplacer. Ils trouvent de l'herbe et de l'eau tout autour d'eux. Grâce à la profusion de proies, les prédateurs sont bien nourris. Ils ramènent même des réserves chez eux. Ces frères guépards tiennent à l'œil les herbivores. Les jeunes lions de la troupe de Tin Swallow étanchent leur soif grâce aux mares qui se sont formées après les averses estivales. Ils sont rejoints par leur père. Le léopard patrouille méticuleusement sur son territoire. Il marque de son urine les points stratégiques comme les fourrés et les arbres. Les maroulas ont une couronne de feuilles denses. Les branches sont chargées de fruits mûrs. Les singes vervets et les écureuils font un véritable festin. Ils sont méthodiques quand ils mangent.
Il pèle les fruits avec une dextérité remarquable. Puis, il savoure la chair bien juteuse, très riche en vitamine C. Après avoir nettoyé le noyau, l'écureuil l'ouvre et mange les 2 ou 3 graines, si riches en protéines et en huile. Pour le petit rongeur, un seul fruit du maroula équivaut à un repas complet. Il est vrai que l'écureuil ne pèse pas plus d'1 kilo. Un éléphant de 3 tonnes mange bien plus. À la fin de l'été, le maroula est très généreux en fruits. Un seul maroula produit 1,5 tonne de fruits par saison, soit près de 90 000 fruits. Face à une telle abondance, l'éléphant peut même faire le difficile. Il préfère les fruits bien verts encore accrochés aux branches. Un petit coup de tête et il provoque la chute des plus mûrs. Il les ramasse et les glisse un par un dans sa bouche. Un éléphant mange l'équivalent de 6% de son poids pour satisfaire ses besoins énergétiques. Il met d'ailleurs une bonne partie de la journée et de la nuit pour ingurgiter 170 kg de fruits, d'herbes et de feuilles. Les animaux de la réserve de Magnéléti raffolent des feuilles du maroula. Un éléphant se contente de quelques branches. Mais des milliers de chenilles sont capables de dévorer toute la couronne d'un arbre. La chenille du papillon lune n'a qu'un objectif pendant 6 semaines, engraisser le plus possible et se fabriquer un cocon en soie où elle hibernera pendant la métamorphose. En 1 mois et demi, elle passe de la taille d'une tête d'épingle à une chenille bien dodue de 10 cm de longueur. Et puis, elle s'arrête de manger, se trouve une belle branche et se tisse un cocon en soie à la lumière de la lune. La chenille s'active toute la nuit. Elle tisse une alcôve où elle séjournera tout l'hiver. Au petit matin, elle ajoute la touche finale en refermant l'orifice qui ne s'ouvrira que pour laisser apparaître un des plus grands miracles de la nature. Pendant les mois d'hiver, la chenille se transformera très lentement en un merveilleux papillon, parachevant ainsi une métamorphose stupéfiante. Les matins d'hiver sont très froids dans la réserve de Magnéléti. Les buffles sont en vadrouille. Ils sont suivis par les jeunes lions de Tin Swallow.
Âgés d'1 an, les félins sont suffisamment forts pour chasser par eux-mêmes. Ils ont régulièrement observé leurs parents tuer un buffle. Ils les ont même aidés à en chasser peu avant de quitter la troupe. Au fil du combat, ils se rendent compte que ce ne sera pas une partie de plaisir. Ils doivent faire chuter leur proie sur un flanc en la poussant de toute leur force. Mais ils ne sont pas encore assez lourds ni assez puissants pour tuer un animal aussi massif. Cinq heures plus tard, les jeunes lions abandonnent. Ils sont épuisés. Le buffle est très coriace. Il s'en tire avec des blessures superficielles sur la croupe et sur la queue. Après avoir retrouvé son souffle, il rejoint son troupeau. D'innombrables buffles passent du parc Kruger à la réserve de Magnéléty. Ils viennent chercher de l'eau. L'hiver assèche les mares qui se sont formées pendant l'été. Seules les vastes étendues d'eau ayant une certaine profondeur perdurent tout l'hiver. Les troupeaux d'herbivores sont tenus à l'œil en permanence. Les félins se concentrent sur les individus isolés, comme une mère et son veau. Ou encore les vieux buffles, plus lents et moins vigilants que les jeunes. L'attaque d'une proie exige des heures d'observation et de préparation. Chaque possibilité est envisagée minutieusement par les félins. Les mâles âgés, étant les plus massifs, ils représentent plus de nourriture. 700 kilos de viande contre 500 pour une vache. Mais il est bien plus difficile de tuer un mâle car ils opposent une farouche résistance. Les buffles sont désavantagés dans l'obscurité. La troupe des lions le sait et attend ainsi le crépuscule. Le silence de la nuit est déchiré par les beuglements de la proie mise à mort par les félins. La matinée hivernale résonne des rires de hyènes satisfaites de se repaître d'une carcasse. Les oiseaux se réveillent à leur tour. Des vautours africains perchés sur un maroula épient la carcasse de la proie tuée par les lions. Les hyènes ont nettoyé les os. Il ne reste quasiment plus de viande. Un des lions revient pour récupérer son dû. Il fait mine d'attaquer les charognards. La hyène a de la chance de s'en sortir sans égratignure. Il ne reste que les os et la peau. Pourtant, le lion ne renonce pas. Les hyènes sont parties et seul reste un lion. Les vautours se rapprochent alors. Mais le lion n'est pas partageur. Les vautours s'approchent un peu trop.
Un chacal noir grappille un morceau de viande sans être vu par le félin. Les vautours charognards adoptent la tactique du harcèlement, mais le lion est implacable. Il griffe le sol où s'est déversé le contenu de l'estomac du buffle. Bien qu'il n'y ait plus rien à manger pour lui, le lion refuse de partir. Le chacal finit par renoncer. Une longue attente commence. Les vautours sont d'une patience à toute épreuve. Soudain, le lion s'en va. L'heure est venue de patrouiller son territoire, de retrouver sa troupe et de se reposer pendant les heures les plus chaudes de la journée. Les vautours peuvent enfin s'en donner à cœur joie. Grâce à leur petite tête et à leur bec crochu, les vautours atteignent les recoins qui sont hors d'atteinte des crocs des prédateurs. Ils récupèrent la viande dans les plus petites cavités. En l'espace de 24 heures, la carcasse du buffle a nourri 5 espèces différentes de carnivores. Les prédateurs de Magnelletti exploitent le moindre relief de leur territoire. Les deux frères guépards utilisent un vieux nid de termites pour observer les troupeaux qui broutent à proximité. Les vastes plaines herbeuses de Tin Swallow sont un de leurs terrains de chasse favoris. Ils marquent d'innombrables repères leur territoire. En s'associant, les deux frères félins sont parvenus à défendre un riche territoire. Le léopard préfère les zones de fourré pour passer inaperçu, mais il lui faut aussi des arbres pour dévorer ses proies et se reposer bien à l'abri. Mais pour l'heure, il ne s'inquiète pas d'être vu. Il courtise une femelle. Tous deux souhaitent perpétuer la lignée en engendrant des petits en bonne santé. Le moment intime est bref. Il n'y a pas de préliminaire, pas de jeu de séduction. Puis ils repartent, chacun de leur côté. Le mâle retourne près du grand arbre où il a accroché une proie. Mais un hôte imprévu aimerait aussi s'en emparer. Le maroula convient à merveille au léopard, mais cet acacia fait aussi l'affaire. Nul charognard terrestre n'est capable de grimper le haut tronc qui monte à pic. La hyène espère que la carcasse finira par glisser de la branche. Elle baisse le museau pour renifler des restes et le léopard en profite pour retrouver sa proie. Grâce à des muscles très puissants et de longues griffes, le léopard n'a aucun mal à hisser ses 90 kilos dans l'arbre.
Il a grignoté la proie pendant plusieurs jours. Il ne reste quasiment plus rien à manger. De tous les félins de Magnélétie, le léopard est le seul qui se restaure à son aise. Les guépards se font régulièrement voler leur proie par les hyènes et les lions sont obligés de se gaver faute de pouvoir emporter la proie. Le léopard, lui, peut prendre le temps de savourer. Sa proie est à l'abri dans un arbre, hors d'atteinte des lions et des hyènes. Un impala de 50 kilos suffit pour le nourrir 5 jours. Cela lui laisse du temps pour vaquer à d'autres occupations. Il n'en a pas fini avec la femelle dont l'odeur plane encore sur son territoire. Elle l'entend au loin, mais attirée par l'odeur du sang, elle grimpe sur l'arbre du mâle. Même un excellent chasseur ne dédaigne pas un repas sans effort. Il ne reste guère de viande sur les os. Après quelques bouchées, la femelle disparaît dans la nuit. En Afrique du Sud, la période hivernale s'étend sur 4 mois. Le climat est alors doux et sec et il ne pleut jamais. Les animaux et les plantes vivent alors sur les réserves accumulées pendant l'été très pluvieux. Les cours d'eau sont asséchés. La plupart des points d'eau sont des mares de boue. Ce marou-là semble sec et mort. En comparaison avec l'abondance qu'il offre en été, pendant l'hiver, il n'a quasiment plus rien à donner. Seuls des écureuils en tirent profit. Ils y ont élu domicile. Mais comme le maroula ne les nourrit plus, ils sont obligés de descendre sur le sol pour trouver quelque nourriture. Ils utilisent pour se cacher le terrier d'une mangouste naine du Sud. La mangouste le partage volontiers. Les branches du maroula surplombent des fourrés qui ont suffisamment de réserve pour rester verts toute l'année. L'éléphant se contente de ce qu'il trouve autour pour assouvir sa faim. Comme ces petites branches portant de vieilles feuilles, ou ces herbes sèches qui sont très peu nourrissantes. Il consomme tout ce que son système digestif rapide peut extraire de nutriments. Les buffles ont un système digestif plus efficace. En ruminant, c'est-à-dire en mâchant une seconde fois la cellulose des végétaux, ils en extraient davantage d'énergie. Seul désavantage, la rumination exige de l'eau. Le plus grand point d'eau de Magnélétie ne s'assèche jamais. Il y a des heures où l'affluence est à son comble.
Les crocodiles, eux, sortent rarement de l'eau. Et les visiteurs ne restent jamais longtemps. Ils viennent juste étancher leur soif. La routine des buffles est réglée comme une horloge. Ils préfèrent boire 2 fois par jour, le matin et l'après-midi. Le chaos que cela génère est bien plus maîtrisé qu'il n'y paraît, et ainsi chacun d'eux a bien le temps de se désaltérer. Mais l'un d'eux ne repartira pas. Les prédateurs ne sont pas les seules causes de mort ici. Les herbivores meurent aussi de maladies et de vieillesse. La mort du buffle ne passe pas inaperçue. En effet, son troupeau était épié par la troupe des lions de Tin Swallow. Les félins vont devoir se battre pour se nourrir de la carcasse. Les crocodiles se mêlent au festin. Ils arrachent des morceaux de viande sous l'eau et les avalent en surface. Les lions n'ont pas l'habitude d'être en reste. Ils n'ont pas encore renoncé au buffle. Mais ce point d'eau est le territoire des crocodiles. Les reptiles ont toute la soirée et la nuit pour se nourrir. Les lions, frustrés, observent la scène. La carcasse est hors d'atteinte. Les crocodiles défendent farouchement leur repas. Cette lionne étudie les options qui s'offrent à elle. Elle est tenaillée par la faim. Elle se tourne vers un nouvel arrivant. Un hippopotame quitte le point d'eau pour aller brouter de l'herbe. Il le fait chaque soir à la même heure et il ne va pas changer ses habitudes ce soir. Il fait mine de fuir, puis il fait volte-face pour tenter de décourager la lionne de l'attaquer. Le grand lion retourne au bord de l'eau. Mais il fait tellement sombre qu'il est incapable de repérer les crocodiles, alors qu'ils sont certainement nombreux. Les lions sont finalement contraints de renoncer à ce repas. Le matin brumeux révèle que les jeunes lions qui n'ont pas suivi les adultes au bord de l'eau ont eu plus de chance. Avec l'aide de leur mère, ils ont abattu un jeune buffle, leur première mise à mort. Mais le repas est bientôt troublé par des intrus. Pour chaque jeune lion, il y a un adversaire de même taille et de même force. Les hyènes se mettent à harceler les félins. Elles savent que les grands lions ne sont pas présents. La lionne est la seule à savoir se défendre. Les jeunes lions manquent d'expérience pour se battre. La lionne passe sa fureur sur le seul animal qui a peur d'elle. La pression devient trop forte. Face à la troupe de hyènes, les lions s'avouent vaincus et abandonnent leur proie aux charognards. Les hyènes ont de nouveau volé un repas à des prédateurs.
Pour le maroula, le printemps arrive juste avant la saison des pluies. Son système racinaire très étendu stocke de l'eau et des nutriments pour subsister pendant l'hiver aride. Le maroula utilise ses réserves pour fleurir. De petites fleurs inodores font leur apparition à l'extrémité des branches. Ces inflorescences discrètes attirent de petits insectes qui transfèrent le pollen des arbres mâles aux arbres femelles. Les températures printanières chaudes dans la réserve de Magnélétie déclenchent la pousse des feuilles du maroula. Mais ce n'est pas tout. Un faible bruissement émane des cocons. La chenille qui a tissé le cocon à la fin de l'été émerge alors sous une forme bien différente. Le corps duveteux a du mal à sécher sous la lune. Les ailes déploient leur splendeur en l'espace de quelques minutes. Puis les ailes se déplient dans leur largeur, révélant la beauté délicate du grand papillon lune. Ce papillon de nuit n'a pas de cavité buccale pour se nourrir. Sa seule fonction est de s'accoupler et de pondre des centaines d'œufs avant de mourir, et après avoir épuisé l'ensemble de ses réserves. Le mâle est pourvu de 2 antennes plumeuses qui interceptent les phéromones émises par des femelles à 100 mètres de distance. Les femelles attendent patiemment qu'un mâle les rejoigne. Après l'accouplement, la femelle quitte la branche sur laquelle se trouvait son cocon pour trouver un site idéal et pondre ses œufs. Une femelle peut vivre 10 jours sans manger. Le mâle, lui, meurt une fois l'accouplement accompli. Ce papillon est parfaitement camouflé dans les feuillages. Ses ailes vertes sont semblables aux feuilles du maroula. Les prolongations de ses ailes postérieures ressemblent à des tiges. Les taches imitent les yeux de hibou pour éloigner les prédateurs. Grâce à ces caractéristiques, la femelle est bien camouflée pendant qu'elle pond les œufs et assure ainsi la perpétuation de son espèce. Elle a rempli sa mission. Le maroula est un livre d'histoire, de contes et de légendes. Il fait partie de la vie de l'homme depuis 12 000 ans, offrant non seulement de la nourriture, mais aussi des remèdes médicaux. Quant aux fruits, ils servent à produire une liqueur traditionnelle très appréciée. Ce
Selon une légende, des animaux auraient été intoxiqués par des fruits de marula qui auraient fermenté. Une autre raconte que ces fruits sont capables d'enivrer des éléphants. De récentes études scientifiques ont montré que ces légendes sont bien sûr infondées. Un éléphant devrait ingurgiter d'immenses quantités de fruits ayant fermenté sous le soleil pendant au moins 3 jours pour que la teneur en alcool soit suffisamment élevée pour l'enivrer. Mais l'éléphant préfère les fruits frais, encore accrochés à l'arbre. Il dédaigne ceux qui jonchent le sol. Et les fruits que l'éléphant ingurgite ne restent pas assez longtemps dans son système digestif pour fermenter. La légende des éléphants ivres ne serait donc qu'une histoire pour faire rire. Avec son système digestif peu performant, l'éléphant doit ingurgiter d'immenses quantités de nourriture pour pouvoir assimiler suffisamment de nutriments. Il rejette 60% des nutriments qu'il consomme. Les bousiers sont des scarabées qui utilisent l'herbe mal digérée pour faire une pelote. Celui-ci, par exemple, se dépêche de la fabriquer pour ne pas se la faire voler par ses congénères. Mais avant de pouvoir partir, il doit trouver la position idéale. Pour scruter les environs, il monte sur sa pelote en exécutant la danse des scarabées. Puis, il choisit une direction et part en ligne droite pour s'éloigner au plus vite de la pile d'excréments et de ses congénères. Une fois qu'il a trouvé le rythme de poussée, plus rien ne l'arrête. Le bousier est le plus fort de tous les insectes. Son corps d'à peine 20 grammes est capable de tirer un objet pesant 1000 fois son poids et de faire rouler une pelote fécale 10 fois plus grosse que lui. Dès qu'il trouve une surface de sable, il enterre la pelote. Elle est enfin à l'abri. La pelote sera ensuite consommée lentement ou utilisée comme nid par une femelle qui pondra un œuf unique dans une cavité qu'elle aura elle-même façonnée. Le parc du Magnéléti constitue l'une des savanes les plus diversifiées d'Afrique. Cet écrin sauvage est rythmé par les jeux de vie et de mort de la nature. C'est une mosaïque d'habitats diversifiés et chaque espèce de félin y trouve celui qui correspond le mieux à son mode de vie.
c'est aussi un pays d'abondance. Il offre tout ce dont un herbivore a besoin. De l'eau toute l'année durant. Les herbivores disposent d'immenses plaines herbeuses. Et d'une formidable variété d'arbres et d'arbustes. Dans le Magnéléti, une espèce fait partie des arbres de vie, le marula. Dans les immenses savanes, c'est un arbre providentiel. Il nourrit d'innombrables herbivores, ainsi que des insectes. Des primates culottés, de petits rongeurs. Et quantité d'antilopes gracieuses. Sans oublier le plus grand mammifère terrestre. Le marula mérite plus que jamais son titre d'arbre de vie.